En 1924, Charlie Chaplin a 35 ans. Il est déjà une star mondiale grâce à tous les courts-métrages qu'il a pu tourner et il a commencé à s'essayer à des formats un petit peu plus longs. C'est notamment le cas avec le Kid qui sort en 1921 et qui dure une cinquantaine de minutes, qui a eu un grand succès. Et il s'essaye à un nouveau format qui va être celui du mélodrame avec l'opinion publique qui sort 2 ans plus tard et qui est un film qui va un peu surprendre le public parce qu'il explique que dans un carton introductif au film que non seulement il ne joue pas dedans mais que ce ne sera pas la comédie qu'on peut censé attendre de lui. Ce sera un grand échec et après ce film-là, il va se diriger vers quelque chose d'un petit peu nouveau en essayant de renouer avec l'esprit de la comédie. L'une des premières inspirations du film, donc La ruée vers l'or, vient de Stéréogramme, ces photographies qu'on peut voir en 3D et qu'il trouve chez ses amis, les acteurs Mary Pickford et son compagnon. Et il va voir une photo de cette région du Klondike où vous avez toutes ces files de prospecteurs d'or qui va beaucoup l'impressionner et il y voit quelque chose qui pourrait être extrêmement intéressant pour un sujet. Il est aussi inspiré par une de ses lectures, un ouvrage dans lequel il voit la dure vie des pionniers et notamment les aventures de toute une troupe qui va se retrouver coincée dans une tempête et durant laquelle ils vont devoir faire avec ce qu'ils peuvent pour pouvoir manger, c'est-à-dire des mocassins, le cuir de certains objets, voire pour certains imaginer de manger ceux qui sont morts avant eux et se résoudre au cannibalisme. Évidemment, il va le tourner d'une manière beaucoup plus comique. Mais 2 mois après la première donc, de l'opinion publique, il dépose déjà un scénario et il a une idée. Alors, il va le faire par le biais de sa société de production qui s'appelle United Artists et qu'il a fondée en 1919 avec vraiment des personnages très importants à Hollywood que sont donc Mary Pickford et Douglas Fairbanks, qui est un duo de stars à l'époque de l'ère du muet, et le réalisateur David W. Griffiths, qui a réalisé les premiers longs métrages extrêmement importants que sont Intolérance ou Naissance d'une nation. En fait, ils ont décidé de mettre en place eux-mêmes une société de production et une société de distribution parce qu'ils en avaient un petit peu assez de voir que la majorité des profits issus de leur œuvre allaient dans les poches des producteurs et ils décident donc d'être à la fois artistes et producteurs. Donc cette société United Artists va financer intégralement son film et elle va avoir une belle pérennité à Hollywood et va d'ailleurs disparaître dans des conditions assez intéressantes. C'est à l'occasion de la sortie du film de Michael Cimino qui est un petit peu la quintessence de cette fameuse ère dans laquelle les auteurs sont devenus rois à Hollywood à partir du début des années 70 et qui se termine en 1980 avec un film majeur qui est La Porte du Paradis qui va littéralement ruiner ce studio et ce sera la fin de son histoire. J'aurai probablement l'occasion de vous montrer ce film un jour, mais comme il dure 3h40, on va peut-être un petit peu attendre. Mais c'est un film absolument exceptionnel. Pour le scénario, généralement, et ça a toujours été un petit peu la technique de Chaplin, Chaplin a quelques idées et quelques lieux surtout, et il arrive sur les lieux et il improvise, et au fur et à mesure des répétitions, il écrit l'intrigue. Ce n'est pas le cas ici, c'est l'une des comédies qui est le plus écrite au moment où le tournage commence à se mettre en place. Il y a un premier synopsis qui est proposé et qui fait seulement 2 actes et dans lequel il va y avoir en fait finalement beaucoup de modifications. Il y a notamment un match de boxe qu'il a beaucoup écrit et sur lequel il a de nombreuses idées qu'il va complètement abandonner pour ce film, mais qui sera exploité avec des séquences majeures du film d'après, qui sera Les Lumières de la ville. Donc pour ce qui est du casting, il a une idée en convoquant une actrice qui a déjà joué un tout petit rôle dans The Kid, dans une scène de rêve, et qui s'appelle Lita Grey, et qui a tout juste 16 ans au moment où elle est engagée sur le tournage. Et le tournage commence en sa compagnie, mais elle tourne une seule séquence seulement. Et la relation entre Chaplin et cette jeune actrice, quand bien même elle serait chaperonnée par sa mère, va donner lieu à une grossesse de l'actrice qui va considérablement, évidemment, compliquer l'histoire. Malgré les tentatives de Chaplin pour qu'on arrange la situation, l'actrice, sa mère et le grand-père, qui est particulièrement véhément, vont refuser toute autre option que le mariage. Et à ce moment-là, Chaplin risque 50 ans de prison, dans la mesure où il est, évidemment, il a eu une histoire avec une jeune fille mineure, et donc il va l'épouser. Ce qui va considérablement compliquer à la fois la production de ce film et surtout du film suivant. Ils vont au Mexique parce qu'il veut organiser de la manière la plus discrète possible ce mariage, sachant que les médias sont extrêmement intéressés par tout ce qui touche à sa vie privée. Ce n'est pas son premier mariage déjà. Et il va aller jusqu'à faire croire que certaines des prises de vue se déroulent au Mexique. Donc il emmène une équipe d'opérateurs qui vont feindre des tournages qui vont leur permettre de
voilà, tourner un petit peu l'attention de la presse vers d'autres choses que cette cérémonie un peu clandestine. Ils vont falsifier l'acte de naissance pour laisser croire que tout a été fait dans les règles de l'art. Et donc, il va se retrouver marié avec cette jeune fille qui, bien entendu, ne tourne plus dans le film et qui donc deviendra son épouse pendant quelques années. Il aura un deuxième enfant avec elle et leur divorce deviendra une affaire vraiment d'État au niveau médiatique et elle aura de très lourdes conséquences sur la production de son film suivant qui est Le Cirque. Toujours est-il qu'on trouve une autre actrice en la personne de Georgia Hale, qui a le même prénom que son personnage et qui, elle, pour le coup, a 18 ans. Voilà. Le film, donc, est un tournage qui est extrêmement complexe et un tournage très ambitieux. Il y a quelques prises de vue qui vont se faire en décor naturel et notamment cette séquence d'ouverture où on voit toute cette file de prospecteurs qui arrivent et qui va passer ce col. Et donc, ils vont convoquer tous les gens qu'ils peuvent trouver, à savoir des vagabonds typiques comme celui qu'incarne Chaplin, à qui on va donner quelques dollars et on va avoir 600 personnes qui vont gravir ce col pour avoir ce plan-là. Et il va y avoir évidemment beaucoup de travail en termes d'accessoires parce qu'en Californie, on n'a pas de chien de traîneau, on n'a pas de luge, on n'a pas de fourrure. Donc ça va occasionner un fort contraste entre tout ce qu'eux reconstruisent sous la chaleur de la Californie. Et donc tout va se faire par des 200 tonnes de plâtre, quasiment 300 tonnes de sel pour recréer tout ce village sous la neige. Et notamment aussi des cimes enneigées qui vont refléter le soleil à des kilomètres à la ronde et qui vont attirer les badauds qui sont assez intéressés de voir ces décors complètement atypiques. C'est un film qui va coûter très cher, on est près du $1 million pour l'époque, on est à 925 000 $ à peu près, et qui reste d'ailleurs la comédie la plus chère de l'ère du cinéma muet, et qui va aussi susciter un très long temps de production. Il y a 17 mois de tournage, durant lesquels Chaplin va mener au sommet tout son travail de peaufinage et de répétition. À chaque fois que quelque chose ne lui convient pas, il le fait lui-même et il le répète très souvent. Par exemple, normalement, c'est un figurant qui est censé se mettre dans le costume du poulet. Et en fait, il n'est pas du tout convaincu par la gestuelle du poulet. Et tout le monde s'accorde à dire sur le tournage qu'à partir du moment où il enfile le costume, on a vraiment l'impression de voir l'incarnation parfaite du volatile. Et il va toujours travailler la finesse de ces incarnations de cette manière-là. Ils vont mettre 3 jours, par exemple, à tourner la séquence où il dévore les chaussures. Alors c'est de la réglisse en fait, et ils ne peuvent plus en manger après, ils en sont malades tellement ils répètent au bout de 63 prises le fait de se nourrir de cette réglisse-là. Pareil pour la fameuse séquence des petits pains, qui là aussi va susciter de très nombreuses prises, et qui se fait d'ailleurs, c'est assez rare pour le mentionner chez Chaplin, en compagnie d'un orchestre. Donc il y a un orchestre qui joue pour accompagner toute la gestuelle qu'a mis en place Chaplin. Alors ce n'est pas la première fois en fait à l'écran qu'on voit une danse telle que celle qui est inventée là. Fatih Arbuckle, qui est aussi un grand nom à l'époque du muet, l'a fait en 1917. Mais dans la mesure où Arbuckle et Chaplin avaient travaillé ensemble auparavant, on ne sait pas qui a la paternité de cette invention, et l'histoire ne nous l'a jamais dit. Toujours est-il qu'elle va évidemment avoir un grand retentissement au moment de la sortie du film. Le film sort en 1925 et c'est un film qui va avoir un très grand succès. Alors, vu la notoriété de Chaplin, c'est vraiment un grand événement que d'avoir pour la première fois un long métrage qui est une comédie de sa réalisation. Il y a une avant-première extrêmement prestigieuse qui est faite à Hollywood avec un grand spectacle où on reproduit de la glace, il y a des patineurs, il y a des Inuits, il y a des phoques, enfin c'est un truc assez incroyable où le tout Hollywood se presse. Et la sortie dans les grandes villes va avoir un franc succès. En revanche, au niveau des petites villes, le succès est un peu plus moyen. On n'est pas dans les scores que fait habituellement Chaplin dans ses courts-métrages. Mais il n'empêche qu'au final, le film va récolter $6 millions, ce qui évidemment est un immense succès pour Chaplin. Comme vous l'avez vu dans le carton d'introduction, en 1942, Chaplin va revisiter une grande partie de sa filmographie, l'ère du muet, et cette fois vraiment très clairement prédominante dans le marché. Vous savez que Chaplin, on en avait parlé il y a fort longtemps quand on avait fait les temps modernes. Chaplin a longtemps résisté à l'arrivée du parlant. En 1936, donc avec les temps modernes, le cinéma est parlant depuis 1927. En 1936, il fait encore un film dans lequel il ne parle pas. Mais à partir des années 40, il revisite sa filmographie, il recompose de la musique, il enlève tous les intertitres et il ajoute une voix où il est le narrateur, où il raconte les éléments un petit peu manquants. C'est la nouvelle version qu'il estime définitive. Et là, ça pose un véritable problème parce qu'en fait, il va retirer de la circulation tous les films originaux de 1925 et on va définitivement les perdre. Et donc, il va falloir attendre une succession de trouvailles, des copies qu'on nomme pirates pendant quelques décennies, où on arrive à retrouver des morceaux du film originel muet.
Il y a une copie qui est retrouvée dans les années 60, mais dès qu'on ouvre la bobine, en fait, elle tombe en poussière au contact de l'air ambiant. Et dans les années 90, comme on vous le précisait, il y a une reconstruction qui est faite et qui est assez proche de celle qu'on a pu voir à l'époque. Retravail qui a été fait à l'occasion du centenaire, où on a encore retrouvé d'autres petits fragments. On sait qu'il nous manque encore certaines séquences, mais là, on est actuellement dans la version la plus proche de celle qui a été projetée en 1925, et il est tout à fait probable qu'on retrouve dans un grenier ou dans les archives d'une cinémathèque, dans les décennies à venir, des fragments qui occasionneront une nouvelle ressortie. Le film est un film qui présente vraiment la quintessence du travail de Chaplin et de sa conception de la comédie. Le premier élément qui semble intéressant, justement, si on revient sur ce plan d'ouverture, qui est un plan qu'on pourrait qualifier presque d'épique avec tous ces centaines de figurants, c'est de montrer justement comment son personnage, qui d'ailleurs n'a pas de nom, qu'on appelle The Tramp, qu'en France on appelle Charlot, est un personnage qui est toujours à l'écart du groupe. C'est vraiment la solitude qui le caractérise. Après avoir présenté tous les gens qui se présentent à ce col, on vous montre sa manière à lui de prendre le chemin. Il est tout seul, seul au point même d'ignorer un potentiel comique lorsqu'il est suivi par l'ours. On pourrait imaginer une course-poursuite, sa frayeur, etc. Et ça n'a même pas lieu. Il reste vraiment seul dans sa bulle et avec des attributs qui sont totalement inappropriés par rapport à l'endroit où il se trouve, avec son chapeau melon, sa canne, etc. Et cette solitude va se retrouver à des moments précis du film et on ne cesse de montrer un contraste entre ce personnage qui est seul et des lieux qui sont des lieux de vie, des lieux collectifs, des lieux communs, et lui qui est toujours mis à l'écart et qui n'existe pas par rapport aux autres. Et cette solitude est aussi une façon pour Chaplin de montrer qu'il est à l'écart de ce rêve américain et que sa singularité a créé évidemment tout un effet comique. Mais aussi, et c'est d'ailleurs annoncé comme une comédie dramatique, des éléments qui vont générer une certaine forme de tendresse. Parce que, et c'est un élément vraiment important dans la filmographie de Chaplin, Chaplin montre toujours aussi un envers de cet American Dream et de ce fameux un pays des opportunités, en montrant la violence et l'hostilité de cette fameuse ruée vers l'or. En réalité, quand on voit le début, vous avez deux personnages autour de Chaplin. Dès la première séquence, vous avez celui qui trouve sa montagne d'or et qui a creusé pour trouver l'or, et l'autre qui creuse pour être enseveli dans sa tombe. Donc on a en fait deux possibilités, soit on meurt, soit on devient millionnaire. Il n'y a pas de juste milieu. Et un autre élément qui est aussi important, c'est que ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de chance. Et qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que subitement, du jour au lendemain, on peut devenir millionnaire. Mais dans ce pays fait sur l'opportunité et l'idée d'aller prospecter dans des territoires, eh bien, on peut se retrouver toujours en conflit avec les autres. D'où toute cette longue première partie dans laquelle il va concentrer deux personnages au sein d'un espace clos et dans lesquels on va avoir tout le spectre des conflits possibles entre l'avidité, la jalousie, le conflit, la dispute, voire jusqu'à l'aliénation. Tout ce spectre de la violence liée à la ruée vers l'or est d'une certaine façon le pendant comique et positif d'un film majeur qui est sorti l'année d'avant, qui s'appelle en anglais Greed, l'avidité, qui donnera le fameux Greed is Good de l'essor du capitalisme dans les années 80, qui est donc le film d'Erich von Stroheim qui s'appelle Les Rapaces. Un film absolument incroyable dans lequel, alors là pour le coup on est vraiment dans une approche naturaliste et d'une noirceur sans nom, où on voit vraiment les gens s'entre-dévorer et s'entre-tuer justement pour pouvoir faire fortune. Et toute la fin de ce film-là se fait non pas sous la neige mais dans un désert où deux personnages vont vraiment s'entre-tuer et arriver à des conflits meurtriers. Donc on a vraiment une espèce d'écho à cette idée-là, simplement on le voit sous une forme comique. D'ailleurs, le film, en l'occurrence de Stroheim, qui dure, aujourd'hui si vous pouvez le voir, il dure 2h20. À sa sortie, lorsque Stroheim livre sa copie au studio, il durait 9 heures. Stroheim, c'est un fou, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant qui faisait des films absolument hors normes. On a eu l'occasion de le voir il y a quelques années quand je vous avais projeté Sunset Boulevard, le film de Billy Wilder. Stroheim avait le rôle justement de Meyerling, le cinéaste déchu qui était devenu le majordome de son ancienne star et qui jouait vraiment exactement son rôle en réalité. Face à cette violence, face à ce monde fait de conflits entre les personnes, Chaplin va opposer une autre forme de violence, un détournement par la question du burlesque.
Le burlesque, qu'on appelle dans le cinéma muet le slapstick, qui justement contient en lui son idée du violence, c'est-à-dire le coup de bâton, c'est vraiment un pur héritage de la comédie dell'arte et du comique de geste, qui va passer par ce langage universel qui a fait évidemment de Chaplin cette star mondiale, c'est-à-dire qu'on va proposer un comique on ne peut plus rudimentaire, avec des boules de neige, avec des chutes, avec des chapeaux qu'on met sur le visage, etc. Quelque chose de très fondamental et qui fonctionne toujours bien, parce qu'à chaque fois qu'il arrive dans un espace, il a sa gestuelle, sa façon de se déplacer, qui va rappeler tous les courts-métrages qu'on a eus auparavant. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les motifs du comique, on voit que très régulièrement, il y a un jeu qui se fait par rapport à toutes ces thématiques issues de la violence qu'il a voulu illustrer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il prend le thème. Le thème du froid, par exemple, vous avez la manière dont il se raidit pour pouvoir être pris en pitié par l'une des rares personnes généreuses du film. Et donc, le froid devient un motif de comique dans sa gestuelle et dans son corps. De la même façon, la faim, évidemment, c'est un motif qui, à chaque fois, va donner lieu à la transformation en poulet, mais aussi à la manière dont on va manger les différents objets. Donc, c'est un élément qu'il arrive à détourner. Et pareil pour ce qui est de la violence meurtrière, vous avez toute cette séquence où les deux se disputent pour le fusil, et à chaque fois, lui, il est dans la trajectoire de ce fusil, et il fait que ce conflit qui aurait pu être justement chez von Stroheim extrêmement violent, devient comique, parce que lui, en essayant d'échapper, il est toujours dans la trajectoire du canon. Donc à chaque fois, il s'agit de jouer avec ces éléments-là, et même de faire du huis clos, le fait qu'il soit bloqué dans cet espace à cause de la tempête, un endroit dans lequel il va multiplier les possibilités du comique avec une exploration de l'espace qui est avant tout latérale et qui montre évidemment qu'on a en permanence des possibilités de comique en ouvrant, en fermant une porte et en jouant sur les différentes entrées venues, que ce soit par des animaux imaginaires, un ours ou un autre homme qui arrive de façon inopportune. Et cet élément se retrouve aussi évidemment dans toute la séquence finale où on revient dans la cabine avec ce système de balancier qui là aussi a occasionné un travail considérable en termes de répétition pour imaginer toutes les situations possibles et qui revient sur cette fameuse idée des deux opportunités qui s'offrent à tout prospecteur, la mort dans le gouffre ou alors la fortune de l'autre. On est vraiment exactement, cette maison, elle est entre les deux. Dans le second temps du film, le personnage va cette fois s'ouvrir au monde. C'est-à-dire qu'après avoir été dans cette solitude avec son partenaire Big Jim et puis le méchant Black Larsen, on va cette fois essayer de montrer que le personnage a une quête qui est beaucoup plus importante pour lui que celle de l'or, qui sera celle du contact. Big Jim creuse la terre, trouve l'or. Charlot se penche et trouve son trésor à lui, qui est la photo de Georgia. Et à partir de là, on va avoir un autre espace qui va se mettre en place, et cette fois, on a un espace vertical. Ce n'est pas pour rien qu'on a cette coursive en haut, qui permet à un moment de mettre Georgia en hauteur, et va faire de lui un personnage qui a la capacité de grimper à toute vitesse pour aller la conquérir. Et on va aussi jouer sur, bien entendu, tout le comique potentiel que vous avez dans cette verticalité avec l'horloge qui tombe et l'illusion qui se donne sur sa puissance. Cette conquête amoureuse, elle va faire passer d'un monde assez violent, hostile, masculin, à un monde plus raffiné, féminin, dans lequel on va avoir en réalité une autre forme de cruauté, puisque, une fois encore, on a un personnage qui est complètement mis à l'écart. Parce que, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve le personnage de Charlot, à chaque fois, il est trompé, il est manipulé, et il est mis à l'écart du groupe. C'est très intéressant de voir que voilà, toutes les scènes qui ne cessent de montrer à quel point il est invisible. Nous ne voyons que lui parce qu'il est le personnage central et il est le personnage principal, mais on ne cesse de nous montrer à quel point les autres l'ignorent, ne le voient pas. Et la manière dont il est ignoré par Georgia, qui sourit à un autre à sa place, qui écrit une lettre à un autre alors que lui en est destinataire, il y a toujours un jeu qui montre qu'il pense avoir un rôle à jouer alors qu'en réalité il est parfaitement ignoré ou alors qu'on va carrément se moquer de lui. Donc c'est sur l'angle de la méprise que toute l'histoire d'amour se fait pour jouer aussi de cette différence entre le collectif et la solitude, dans une scène d'ailleurs très longue, la scène durant laquelle vous avez le chant du Nouvel An, c'est une scène qui est quasiment fordienne, où on va vanter la communauté, sauf qu'on met dans ce montage parallèle, évidemment, toute l'empathie du public en faveur de ce personnage qui se retrouve seul alors qu'il attendait Georgia et ses amis. La solitude imposée à ce personnage est une solitude qui va faire de lui un être qui nous attendrit et qui va en réalité poétiser toute son exclusion.
La première fois qu'il arrive dans les terrains à conquérir, il a cette carte qui ne signifie strictement rien, où il y a les points cardinaux, et qui montre que c'est un personnage qui se laisse complètement porter et qui n'a pas réellement de quête. En fait, il va au gré de ses aventures, et ce qui l'intéresse, c'est de voir ce qu'il va advenir. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'à la fin, il va se retrouver être une boussole pour son partenaire Jim, qui fait de lui la seule personne capable de le ramener à cet endroit où il y a sa montagne d'or. Donc il est à la fois celui qui ne sait pas où il va et celui qui va pouvoir guider les autres à la fin. Et ce personnage qui donc doit se concentrer uniquement sur une vision fantasmatique de ce que pourrait être sa vie, la photo de Georgia, il n'a que cette image à lui, va se retrouver à intervenir d'une façon qui va à chaque fois rendre le réel et la souffrance plus belles dans la manière dont il va retourner et détourner tout ce qui est à sa portée. On en a des exemples dans la manière dont, par exemple, il se confectionne une ceinture qui devient la laisse du chien et qui occasionne une danse qui devient comique en plus d'être gracieuse. Et dans tous ces détournements, à chaque fois, on va vous montrer sa capacité à imaginer quelque chose d'autre. Tous les objets qui deviennent de la nourriture, la bougie, puis la chaussure, mais aussi la nourriture qui devient elle-même un objet de poésie à travers ces petits pains qui deviennent les pas du danseur. Et l'intérêt aussi de ces séquences-là, c'est de montrer la grâce avec laquelle Chaplin arrive à les incarner. Parce que ce qui fait aussi de lui un personnage qui a réussi à se distinguer de toutes les stars du muet de l'époque, c'est parce qu'à chaque fois qu'il incarne quelque chose, et c'est la raison pour laquelle il est répété énormément, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre de la finesse de son geste. Il ne va pas se contenter par exemple de manger une bougie, il va la saler d'abord, et le simple fait qu'il ait ce geste inutile en plus va rajouter du charme, de la même façon que vous avez le gag où il nettoie d'abord l'assiette avant d'y mettre une chaussure qui de toute façon était sale. Donc on joue toujours sur ces contrastes-là, et la scène justement où il mange la chaussure, il se comporte comme un chef, il aiguise son couteau, il a l'air de lever un filet, et tout ça devient un mets savoureux pour le spectateur, et qui ajoute justement de la saveur à ce qui n'en a absolument pas. Et on verra exactement la même chose dans la scène des petits pains. Scène des petits pains qui est particulièrement intéressante parce qu'elle dit justement quelque chose qui va être de l'ordre de la résistance de Chaplin. On lui demande un speech, il se lève et il dit qu'il ne peut pas parler, mais que par contre il peut danser. Et c'est évidemment la quintessence de son travail qui est celui d'être un pantomime et d'être un acteur du cinéma muet. Et toute cette scène-là, elle est particulièrement intéressante parce qu'on ne regarde pas seulement, et je dirais qu'on regarde moins les pieds que le visage en réalité de Chaplin, qui concentre tout un raffinement, toute une douceur qui va évidemment rendre cette scène particulièrement poétique. Lorsque le film a été présenté au Capitole de Berlin, donc quelques mois après la projection aux États-Unis, le public a été tellement extatique face à cette scène qu'ils ont applaudi pour avoir un bis, ce qui a contraint le projectionniste à arrêter le film, à rembobiner cette séquence-là pour la repasser et pour vraiment ravir l'audience. Donc il y avait vraiment une très très forte réception de ce passage en particulier. Et donc la victoire aussi poétique de Charlot, c'est bien entendu ce motif final de la photo, puisque cette photographie de Georgia qui sort et qui fait d'elle un petit peu une star potentielle de cinéma, eh bien la dernière image, c'est une image dans laquelle Charlot est photographié et il rentre dans le cadre dans une photo avec Georgia. Donc on a vraiment cette idée de l'image finale avec une référence assez intéressante sur le fait qu'on dit que la photo est gâchée avec une certaine forme de malice. La photo est gâchée parce qu'évidemment elle semble totalement inappropriée, surtout pour l'époque, d'imaginer qu'on photographie un baiser comme ça. Et c'est évidemment un clin d'œil qui est envoyé à la censure par Chaplin qui joue aussi avec ça. Et c'est un final qui est évidemment qui a tout du conte de fées, qui est un final qui n'est pas du tout crédible et qui pour le coup est assez intéressant parce qu'il perd de l'authenticité qu'on peut trouver généralement dans le cinéma de Chaplin, dans le regard qu'il propose notamment sur les couches sociales. C'est à peu près un final qui est aux antipodes de celui justement des temps modernes, où vous avez Tramp qui part avec Paulette Goddard sur la route et ils sont toujours aussi miséreux, mais ils ont l'un pour l'autre et ils vont vivre au sens propre du terme d'amour et d'eau fraîche. Mais ce qui est très important pour Chaplin, c'est que dans la séquence de retrouvailles entre Georgia et le vagabond, elle le retrouve sous les traits du vagabond. C'est-à-dire qu'évidemment qu'elle n'est pas avec lui parce qu'il est devenu millionnaire et que la reconnaissance se fait parce qu'elle le reconnaît en tant que pauvre et elle est heureuse de le retrouver, elle veut le sauver, elle veut payer sa place, etc. Donc il y a des sentiments qui reviennent et qui sont authentiques. L'authenticité ici, pour lui, elle est évidemment très importante. Et pour le coup, là, on a
un final qui est un miroir inversé d'un film qui arrivera un petit peu plus tard et qui est Les Lumières de la ville, où, je vous le rappelle, le vagabond se fait passer pour un homme extrêmement riche auprès d'une jeune fille aveugle pendant tout le film, et lorsqu'elle recouvre la vue à la fin, elle se rend compte qu'en réalité, il était pauvre, mais elle l'aime pour qui il est. Donc on est vraiment dans la même idée, mais sous la forme inversée. Chaplin, évidemment, là évoque aussi une question qui le taraude depuis un certain temps et qui est de savoir justement quelle est l'authenticité des sentiments des femmes qui l'épousent. Il va avoir de nombreux problèmes matrimoniaux et de nombreux problèmes de divorce à répétition qui vont régulièrement le ruiner, et c'est une question qu'il se pose et qu'il pose aussi à travers ce motif-là de l'authenticité de l'amour. Parce qu'en réalité, tout ce final est un final qui évoque beaucoup la question que Chaplin se pose sur son propre statut. Le passage où justement Charlot millionnaire ramasse un mégot alors qu'il a à sa disposition toute une boîte de cigares, c'est évidemment quelqu'un qui n'a pas pu oublier sa classe sociale. Et ça renvoie à Chaplin lui-même, qui a commencé dans la misère la plus extrême en Grande-Bretagne avant d'émigrer aux États-Unis et d'y faire fortune, et qui a toujours gardé ce sens de l'économie. Tous ses collaborateurs l'ont toujours dit, il y a quelque chose qui est resté dans cette idée d'avoir peur de manquer et de ne pas vouloir trop dépenser. Donc il y a un portrait qui est très clairement fait de lui, et le personnage millionnaire qu'il est à la fin, c'est lui-même, et c'est quelqu'un qui n'oublie pas d'où il vient. Et on le voit justement, cette idée que c'est la chance qui fait qu'on devient riche. Chaplin a toujours dit « je suis devenu riche en jouant un pauvre », et de la même façon qu'on avait cette conquête de l'espace en allant voir Georgia, vous avez l'escalier qui peut vous faire chuter à tout moment, et la réversibilité potentielle de la fortune. Parce que, et c'est là que c'est assez intéressant aussi, la version de 1942 va modifier quelques éléments. Parce qu'en 1942, Chaplin est dans une situation qui n'a plus grand-chose à voir avec le prestige qu'il a pu avoir dans les années 20 et dans les années 10. À cette période, il a donc sorti déjà Le Dictateur, et on commence à se poser des questions dans l'opinion publique concernant ses sympathies un peu trop progressistes, un peu trop socialistes, voire communistes. Et donc là, le pays est totalement effrayé, et il va y avoir une campagne médiatique contre lui. Vous ajoutez à cela tous ses déboires conjugaux, et son image est sacrément ternie. Donc quand en 1942 il remonte le film, il y a certaines scènes qu'il va couper, notamment la scène durant laquelle il va rendre tout son matériel, et on dit qu'en gros la seule pièce qui s'est faite, c'est en revendant sa pelle et son matériel, et certains intertitres qui justement montrent qu'on est dans un pays difficile, que tout est hostile et que les hommes peuvent s'entre-déchirer. Donc ça, c'est des choses qu'il va gommer, et il va aussi effacer le baiser final. Comme s'il devait justement consentir à une forme de pruderie. Le code Hays est en vigueur depuis 1934, ce fameux code de censure, et donc il s'y prête volontiers et il joue le jeu. Et c'est là aussi que c'est intéressant, parce qu'on voit quelqu'un qui finalement devient un petit peu plus inquiet de l'image qu'il doit donner, et d'ailleurs qui va donner lieu à un véritable exil. On ne va plus lui accorder son visa, il ne va plus pouvoir retourner aux États-Unis, il va finir par aller en Suisse, et son histoire avec les États-Unis va se finir avec une grande amertume, il reviendra bien plus tard. Mais dans les films un peu plus tardifs, on va avoir un cinéaste beaucoup plus amer. Cet idéal de la romance et cet idéal d'un amour qui serait pur va être complètement contredit dans Monsieur Verdoux, où alors là, pour le coup, il va régler avec une amertume et un ton vraiment acerbe que personne ne lui connaissait ses comptes avec tout ce type de thématique. C'est pour ça que c'est intéressant de confronter les deux versions, et puis surtout de faire valoir qu'il est vraiment très intéressant de pouvoir reconstruire ce film des origines. Parce que en 1925, eh bien, il a encore cette audace, il a encore cette liberté de ton, il peut faire absolument ce qu'il veut, notamment parce qu'il finance lui-même ses films, et que la ruée vers l'or est un thème qui est parfaitement secondaire. Les pépites, elles sont plus dans les yeux des spectateurs que dans la réelle quête du personnage, et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que ce personnage qui finit millionnaire, il reviendra pauvre dans les films suivants, que sont Le Cirque, Les Lumières de la ville ou Les Temps modernes. Ce qui fait que quand on revient voir ce cinéma-là, c'est un cinéma qui est voué à se répéter et à rester éternellement dans les mémoires. Merci de votre attention.